Bonjour à tous, je suis Virgile, bienvenue sur TV Land et pour la nouvelle émission de musique, Musique et moi. Je recevrai à chaque émission des invités et des acteurs culturels également d'ici qui nous parleront de leur passion pour la musique, de leur passion tout court. Et dans cette émission, on écoutera musique, on parlera musique et on fera de la musique. Pour cette première émission, je reçois un artiste, un sportif de haut niveau. Quand il n'est pas sur la vague, il prend sa guitare pour jouer. Il est aussi passionné de la culture landaise et également du territoire landais. Bien sûr, il est d'ici. Je reçois Tom Frager, c'est parti. Bonjour Tom. Bonjour. Très heureux de t'avoir ici sur TV Land dans la nouvelle émission Musique et moi. Ravi Voilà. d'être là. Ouais, bienvenue. Je sais pas si tu étais déjà venu sur TV Land, mais en tout cas voilà. On s'était rencontrés il y a une petite dizaine d'années pour quand j'étais venu jouer à Dax ici aux arènes. D'accord. On va parler de beaucoup de choses. T'as jamais vraiment quitté la scène musicale. Ton actualité, c'est le dernier album, Au large des villes. La première question que je voulais te poser, c'est une question que j'ai traditionnellement envie de poser souvent aux invités. Nos premiers CD ou cassettes, ou suivant ton époque, que tu as eu dans les oreilles quand tu étais enfant. Est-ce que tu te rappelles de ce premier single, ou je sais pas trop, mais voilà. Moi j'ai été bercé par la musique qu'écoutaient mes parents. D'abord en Afrique où j'ai grandi, ensuite en Guadeloupe. Et mes parents ils écoutaient beaucoup de soul et beaucoup de blues. Ouais. Et puis ensuite, et puis forcément de par l'environnement dans lequel j'ai grandi, pas mal de reggae aussi. Donc j'ai pas d'artiste en tête comme ça, mais après j'ai été très influencé par Police notamment à partir de 11-12 ans. Ah ouais. Pour la suite, je voulais te poser un petit peu une question assez traditionnelle, c'est comment as-tu décidé d'apprendre la guitare et finalement de chanter? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour ça quoi? Oui, alors il y a dans ma famille pas mal de musiciens, des tontons et des grands-parents aussi, mes grands-pères musiciens amateurs et autodidactes, mais du coup très jeune j'ai été dans une ambiance musicale, à les écouter jouer du piano, de la guitare, et puis petit à petit on m'a montré quelques accords et j'ai pris goût à la musique assez jeune. T'as appris après le solfège ou finalement Alors un peu plus tard, quand j'ai décidé de me lancer dans la musique à l'âge de 23 ans à peu près, après ma carrière de surfeur, j'ai passé une année au SIAM à Bordeaux, qui est une école de musique, et où j'ai un petit peu approfondi mes connaissances, mais elles sont quand même très limitées en termes de solfège. Suffisamment pour comprendre en fait les accords que je joue, etc. Mais je ne sais pas lire une partition. D'accord. Voilà. Ça viendra peut-être. Oui, c'est du boulot l'apprentissage du solfège. Je conseille de le faire très jeune en général, très tôt. C'est souvent ce qu'on dit. En tout cas, les débuts c'est aussi en groupe avec Goyave. Je voulais un petit peu que tu nous en parles. Quel était ton rôle dans le groupe et comment vous travailliez à l'époque, l'émulation de groupe, comment tu l'as vécu à tes débuts? Alors le groupe Goyave, c'est comme ça que j'ai commencé la scène, et mon tout premier album porte le nom du groupe. Alors j'écrivais déjà les textes et la musique, mais j'étais entouré et c'était pour moi une manière de commencer la musique sans être directement mis en avant. Je crois que ça me correspondait mieux de m'inclure dans un collectif de copains. Et comme ça on a écumé, c'est le cas de le dire, tous les cafés-concerts de la côte, dans les Landes, Pays Basque et jusqu'en Gironde. Et on a participé à des tremplins et j'ai commencé à me faire connaître avec le groupe. Et puis ensuite il y a eu le deuxième album qui est un album un peu plus personnel sur lequel il y avait Lady Melody et ça a déclenché. Oui, on va en parler un petit peu. C'est vrai que c'était le point fort de la carrière jusqu'à aujourd'hui en fait. Mais je voulais parler d'abord de ton départ du groupe. Tu étais donc en groupe, tu étais parti en solo. Comment s'est fait ce choix-là et comment tu as changé je sais que c'est difficile de partir en solo. Comment tu as pu changer ta façon de travailler en solo? En réalité, j'ai jamais vraiment quitté le groupe parce que les musiciens de Goyave ont pour la plupart continué et jouent encore aujourd'hui avec moi. C'est juste la dénomination du projet qui a changé. Simplement parce que j'ai suivi les conseils de pas mal de gens autour de moi
qui me disait que comme j'écrivais, que je composais au sein du groupe, et que je faisais ce travail-là seul, même si je partageais aussi les arrangements avec notamment Henri Dorel, qui est toujours avec moi, le guitariste. Et du coup, comme je chantais en créole par exemple, et que je suis le seul à avoir grandi en Guadeloupe, petit à petit on m'a conseillé d'assumer ce rôle d'auteur en fait, d'auteur-compositeur, et puis c'est devenu Tom Frager et Goyave. Et ensuite, avec l'explosion de Lady Melody, c'était plus simple de me garder que mon nom, et on a continué comme ça. D'accord. Donc on parlait un petit peu de la touche reggae. À l'écoute de tes chansons, l'ambiance musicale que tu véhicules, je voulais savoir un petit peu si ça venait de tes origines, parce que finalement tu es né au Sénégal, hein, si je me suis bien renseigné, et aussi également de tes influences musicales et tes voyages, parce que tu as quand même beaucoup bougé dans ta vie. Est-ce que tu estimes que c'est quand même un point fort par rapport à la création de ta musique, le fait d'avoir vu autre chose aussi? Oui, alors c'est sûr que je suis né au Sénégal, j'ai grandi donc un peu à Dakar, ensuite à Bamako au Mali, puis je suis parti vivre en Guadeloupe à l'âge de 10 ans. Et donc le reggae est très présent dans la Caraïbe et aussi en Afrique. Et donc ensuite j'ai beaucoup voyagé avec l'équipe de France de surf. Et tous ces voyages m'ont nourri, je pense, et m'ont donné envie de faire une musique qui est métissée, je dirais. J'aime bien aller prendre la rythmique du reggae, mais faire des choses un peu plus rock aussi, des fois au niveau de guitare, ou même un piano, violon, comme dans le dernier album, une chanson qui s'appelle Les Silences, et qui n'est pas du tout du reggae. Donc j'avais pas envie de m'installer dans un registre en particulier, parce que j'aime beaucoup de choses différentes en musique. C'est ce qui fait aussi qui te différencie un petit peu des chanteurs qui ont un peu le même créneau que toi au niveau musical. Je trouve qu'il y a cette touche quand même qui est intéressante, quoi. Enfin, je sais pas si pour toi c'était une façon de te différencier un petit peu de la scène. Ça s'est fait assez naturellement en réalité. Comme j'ai beaucoup voyagé, j'avais pas envie d'être un artiste de la scène pure reggae. Il y a des chanteurs qui font ça très bien, je pense à Dan Akil ou à d'autres groupes de reggae français. Moi j'aime la pop, la chanson, le rock, et je pense que si je n'avais fait que du reggae par exemple, ou que du rock, il m'aurait manqué quelque chose. Et pour moi la musique est beaucoup plus vaste, et pour pas m'en lasser, j'ai eu envie de mélanger les styles, quoi. Du coup c'est nickel, ça te va bien en fait au final. Une autre question qui est maintenant un petit peu dans ta carrière de sportif finalement, parce que tu avais cette carrière de surfeur professionnel en équipe de France. Comment tu as pu trouver ton équilibre avec la musique finalement? Est-ce que ça s'est fait naturellement aussi? Parce que c'est vrai qu'en tant que sportif ça prend du temps. Et comment ça s'est fait? La transition du coup de cette carrière de sportif à... Quand tu as pu mêler les deux, je sais pas si tu as pu mêler les deux au bout d'un moment, est-ce que... En réalité j'ai toujours mêlé les deux, sauf que j'ai inversé la tendance. Au départ j'étais pleinement investi dans le surf, et je jouais de la guitare comme ça entre les compétitions pour me détendre, pour relax, voilà. Et puis à l'âge de 23 ans, après mes études, j'ai une licence à la fac de sport, et puis j'ai eu envie de m'investir davantage dans la musique, parce que je crois que le surf étant un sport individuel, j'ai trouvé une dimension plus collective dans la musique qui m'a beaucoup plu, notamment avec le groupe au départ. Et puis voilà, donc le surf est devenu petit à petit mon exutoire, c'est resté mon petit jardin secret, je continue à surfer à bloc, et à côté de ça je m'investis, et puis il y a une dimension peut-être aussi intellectuelle un peu plus prononcée forcément dans l'écriture et la composition, et voilà, je trouve que les deux se complètent parfaitement, et ouais, ça me va comme ça. Après peut-être, tu l'as peut-être déjà fait, je te pose la question, ça me vient comme ça, est-ce que tu as fait un morceau en amour pour le surf finalement? Jamais. Alors c'est vrai que c'est étonnant, et c'est vrai que j'ai jamais parlé de surf dans ma musique, mais ça viendra peut-être que j'ai pas trouvé encore la manière. Je pense que si je le faisais, j'en parlerais pas directement, je chercherais une façon un peu métaphorique d'en parler, sans doute. Ouais. Mais l'océan quand même est souvent évoqué dans les chansons. En 2009, donc l'album Better Days te propulse devant la scène nationale. As-tu senti que tu passais un cap, ou est-ce que ça s'est fait vraiment, où tu as été surpris, où tu le sentais venir, que ça commençait vraiment à monter? Comment tu l'as vécu tout ça en fait? Alors ce succès de Lady Melody, donc c'était en 2009. Je ne peux pas vraiment dire que je l'ai vu venir, c'est-à-dire que dès lors que j'ai commencé à passer sur les radios nationales, si on a senti qu'il se passait quelque chose. Sur les réseaux sociaux aussi, c'était en train d'exploser. À l'époque, on était d'ailleurs pas mal sur
mince, comment ça s'appelait déjà? C'était MySpace, ouais. tout à fait. Et puis Facebook qui commençait quand même pas mal déjà. Et du coup, c'est vrai que ça a été très vite à partir du moment où j'ai commencé à passer à la radio. Je me suis retrouvé artiste France 2 l'été. Et voilà, et c'est vrai que j'ai essayé de traverser ce succès le plus simplement possible. Et il a fallu apprendre ce métier aussi de répondre aux médias et tout. Et je ne pouvais plus aller à la boulangerie comme je le faisais avant parce que ça me prenait 1 heure de plus de faire mes courses. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, les gens ont toujours été très bienveillants avec moi, j'ai jamais été embêté. Alors j'ai une question, j'avais entendu des choses. Enfin, le truc c'est que tu as signé en maison disque avant pour cet album. Donc pour faire cet album, tu étais en maison disque déjà? Non, justement, j'ai produit tous mes albums jusqu'à aujourd'hui, mais ce deuxième album-là, quand à travers le succès de Lady Melody, quand ça s'est mis à cartonner, là, les maisons de disques que je n'arrivais pas à contacter, à ce moment-là, quand elles ont vu qu'on commençait à parler de moi, c'est elles qui m'ont contacté et qui ont toutes voulu signer. Et du coup, on a signé à l'époque avec Universal. Est-ce que Goyave était encore là quand tu as signé? Je veux dire, est-ce qu'ils ont été inclus dans le contrat? Enfin, c'est une question. Pas vraiment, parce qu'en fait, j'avais composé l'album et cet album-là, j'avais déjà commencé à le faire sans la totalité de Goyave. C'était à mi-chemin en fait, puisque c'était un album où il y avait des titres que j'avais fait de mon côté seul et puis d'autres titres que j'avais fait avec Goyave. Et du coup, naturellement, mais c'est moi qui ai signé en maison de disque par contre, ouais. Puisque j'ai signé pour les chansons que j'avais composées. Il signe l'auteur, quoi. Ah, d'accord, ok. Après, je regardais un petit peu ta carrière, ça a été assez sinueux finalement, parce que ces prochains albums que tu as eu à faire après, le 3e, le 4e, il y a eu des signatures sur des labels, après tu es reparti en indépendant. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ça, que ça a été un petit peu sinueux? J'ai perdu pas mal de temps, à vrai dire. C'est pour ça que depuis Lady Melody, j'ai sorti uniquement 2 albums, alors que j'aurais pu en sortir davantage. Mais j'ai continué ce chemin de bataille pour essayer de trouver des maisons de disques. On peut imaginer qu'après un succès comme Lady Melody qui a fait 30 millions de vues sur YouTube, entre autres, et le clip a été numéro 1 de l'année quand même, le plus diffusé de l'année 2009. Malgré tout, derrière, ça a été compliqué en maison de disques, parce qu'on est tributaire aussi de la diffusion, des diffuseurs, quoi, donc des directeurs de programmation. Et voilà, ça a été un peu compliqué pour moi. Je veux dire, j'étais moins exposé, donc ça a rendu un peu les choses un peu plus compliquées. Mais du coup, j'ai continué de travailler en indépendant avec mes potes. Et on a sorti donc Carnet de route en 2013, qui est un album assez reggae, un peu plus typé, sur lequel il y a un duo avec un chanteur africain qui s'appelle Tikanja Fakoli. Ouais, je connais. Voilà. Et puis ensuite, là, l'été dernier, on a sorti Au large des villes. Et tout ça à l'huile de coude, j'ai envie de dire. Pour revenir juste sur un petit conseil que tu pourrais donner aujourd'hui à des artistes indépendants ou autres, en 2020, tu penses que qu'est-ce qui est le mieux? Bosser en maison de disque ou en indépendant? On entend beaucoup de choses avec YouTube, tout ça, les réseaux sociaux, on se dit ouais, c'est mieux de bosser en indépendant, on gère son truc, avec YouTube on peut percer sans avoir le soutien forcément. Est-ce que tu penses quand même que ça reste une plus-value d'avoir quand même derrière un label ou quelqu'un qui te suit, quoi, de solide, quoi? On va plus loin quand on est accompagné, mais il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette. Il y en a pour qui ça a explosé à partir d'une chanson postée sur YouTube, et puis il y en a pour qui ça a été un long travail avec une maison de disques. Moi je trouve que c'est bien d'être accompagné, ne serait-ce que parce que quand on est une maison de disques, on a des moyens financiers de faire des choses, de produire des clips, tout ça, ça coûte de l'argent. Par contre aujourd'hui, c'est pas trop compliqué de faire de la musique de qualité, je parle d'un point de vue technique en tout cas, avec un ordinateur, une carte son et un micro, avec un petit budget toujours, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'un studio à 500 000 euros pour faire de la musique. Avec un budget de 3, 4, 5 000 balles, on peut vraiment produire des albums de qualité aujourd'hui, avec le numérique. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et puis après, il faut travailler sur les réseaux sociaux, et puis ça peut prendre ou pas. On peut dire que ça aide aussi les jeunes à se vendre, alors que nous, à notre époque, les jeunes avaient du mal à vendre leur musique, ils avaient de la qualité, mais je trouvais qu'on avait moins cet aspect, tu sais, manager, tu vois, ils ont un petit peu tout leur rôle aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui, en tout cas, les rappeurs le font très bien, parce qu'ils ont une communauté qui pousse et qui fait grandir les projets sur ouais. Du coup, c'est ce qu'on peut constater aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait que le rap est devenu la grosse tendance
en France, même en radio et tout. Ils sont très très créatifs sur les réseaux sociaux. Au niveau rap, justement, bah là, tu me tends un petit peu la perche. Je vais juste te poser la question, tu aurais pu collaborer avec un rappeur là, un petit peu connu, tu aurais choisi qui par exemple au jour d'aujourd'hui? Bon, moi je suis vraiment vieille école et rap US. Moi j'écoutais beaucoup Cypress Hill à l'époque, tu vois, ce genre de groupe. Donc je suis un peu moins calé sur ce qui se fait sur les rappeurs aujourd'hui. Je trouve que Orelsan est super fort, j'ai vu son film, je trouve que c'est un mec, même si au départ il a fait parler de lui d'une manière un peu particulière, c'est un gars super intelligent et qui a un flow de ouf, donc voilà, j'aime bien, je trouve que c'est un mec intelligent. Ah ouais, c'est clair. Aujourd'hui, ton quatrième album, Au large des villes, je le montre un peu. Il est excellent, je l'ai écouté, je le trouve vraiment super bien. Ouais, le rendu, ouais, voilà, justement, il a été très. Il est sympa en fait, moi je suis pas forcément ouvert en fait, j'écoute c'est vrai un petit peu toutes les musiques, mais celui-là je l'ai vraiment écouté à tête reposée, c'est vrai qu'il est très agréable. J'aime beaucoup tes textes, hein. Je t'en ai déjà parlé des textes aussi, la musicalité, c'est une touche différente quoi, que tu apportes aussi. Donc cet album, la question c'est, comme je te dis, à l'écoute des textes, on remarque que tu écris des thèmes imagés et imaginés, comme les morceaux sur la colombe. Comment t'inspires-tu au quotidien sur ces thèmes d'écriture? Il y a des grands sujets qui me touchent en particulier. Bon, l'écologie, ça fait 17 ans que je suis ambassadeur d'une association qui s'appelle Surfrider Foundation, qui a été créée en 84 aux États-Unis et il y a une antenne en Europe, je crois depuis le début des années 90 peut-être. Et du coup, donc l'écologie est largement abordée encore davantage dans cet album qui s'appelle Au large des villes, parce que j'avais envie de proposer comme une photographie musicale du monde moderne et sans condamner du tout ce qui se passe dans les villes, parce que c'est aussi des lieux d'échange culturel, de brassage culturel et tout. Mais en tout cas, tout ce qui est la surconsommation, la surproduction, la mondialisation, tout ça, c'est vrai que ça ne me parle pas trop. Et donc voilà, je propose une prise de recul par rapport à tout ça, donc l'écologie est largement abordée. Et après, bon évidemment, ayant beaucoup voyagé, la tolérance entre les peuples, le métissage en règle générale, voilà, tous ces sujets-là, et puis l'amour, l'amitié, qui sont abordés par à peu près tous les artistes du monde entier depuis toujours. Et puis après, des choses un peu plus personnelles, comme j'ai un petit garçon qui a 6 ans, et je lui ai écrit une chanson dans cet album qui s'appelle Les Silences. Donc je m'adresse à lui directement. Voilà, mais j'ai envie de te dire que tout m'inspire en fait. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que je pourrais écrire sur des sujets, quelque chose de très banal, une paire de chaussures par exemple. Voilà. Ouais. Et Petite Sista, le clip là, que c'était aussi assez moralisateur là, donc le clip Petite Sista, j'ai bien aimé, je me suis dit c'est peut-être ta fille ou quoi, mais en tout cas c'est un message aussi pour les jeunes, peut-être par rapport à leur comportement sur les réseaux sociaux, un petit peu leurs objectifs. Alors je sais pas si c'est moralisateur, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un message dans cette chanson. Et du coup j'ai eu la chance de partager le tournage du clip avec la petite Lisa, qui est une youtubeuse du Pays Basque, The World of Lisa, et qui s'est prêtée au jeu. C'était cool. Et c'est vrai que cette chanson, c'est un petit peu, oui, il faut lâcher les écrans pour aller dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Vianney qui a dit, il n'y a pas très longtemps, il a mis sur pause ses réseaux sociaux, là, pendant un moment. Et il a dit, je vous abandonne pas, mais je m'en vais un moment parce que la vie est trop petite dans les écrans. Et je trouvais ça assez joliment dit. Si tu devais choisir un art dans lequel exercer en plus de la musique, selon ta personnalité, ça serait lequel? C'est une des dernières questions de l'interview que je voulais te poser. Un art qui pourrait te plaire en musique. En dehors de la musique? Ouais. Je trouve que le surf, c'est presque un art, c'est un sport à part, c'est un style de vie. Mais j'avoue que je ne saurais pas trop. Par contre, le dessin, je suis tellement mauvais que c'est pas envisageable. Je sais pas trop. Un autre art, je sais pas trop. Non, j'ai trouvé le sport et la musique déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est polyvalent. Les concerts à venir, peut-être, bon, c'est vrai que c'est compliqué avec cette période. Et quel titre, enfin d'abord les concerts, effectivement, les concerts, l'actualité pour toi. Alors j'avais une belle tournée de concerts qui était prévue. Je devais partir jouer à Rennes, à Lyon, à Toulouse, à Marseille. Tout ça, ça a été suspendu et probablement reporté au mois d'octobre. Voilà, le temps de voir si les comportements des gens aussi sont pas trop frileux et reviennent vers les billetteries des salles de concert, tout simplement. Et puis en attendant, je vais continuer d'écrire, de faire beaucoup de studios. Et puis voilà, puis je donne rendez-vous à tous ceux que ça intéresse sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, je suis assez actif et je fais des fois des petits
des petits concerts à la maison dans le canapé ça aussi pendant le sur confinement. Instagram. Voilà. Très bien, mais l'album il est là au Large des Villes, il est disponible donc peut-être en format physique et sur les plateformes. Hein. Oui, alors est-ce qu'il est toujours dans les magasins? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, vous pouvez le commander à la FNAC et sinon sur Spotify, sur Deezer, vous le trouverez partout. Ouais. Et puis pour terminer, un petit mot sur les Landes quand même, je voulais t'en parler, les Landes, notre département. Les Landes, moi c'est une véritable histoire d'amour parce que ma grand-mère a été adjointe au maire de la Benne pendant des années. Et même si ma famille maternelle a grandi à Madagascar et que moi j'ai grandi ensuite en Afrique et en Guadeloupe, tous les étés depuis que je suis né, je reviens à Osgore et voilà, c'est les racines. Et j'étais fasciné par les surfeurs des championnats du monde à Osgore quand j'avais 8 ans, 10 ans. Et puis ça m'a nourri et jusqu'à aujourd'hui c'était assez naturel que je vienne m'installer à Cabreton. Donc voilà, ça fait maintenant 17 ans que je suis à Cabreton et je suis très, très heureux. Voilà. Bon, c'est top. Nickel, on va t'écouter en live quand même, Ouais, on va se faire ce petit plaisir. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je peux vous faire un petit bout d'une chanson qui s'appelle L'étranger, et qui est la première chanson de cet album. Sur l'album, ouais, au Large des Villes. Merci. Voilà. J'ai écrit mon nom en 2 ou 3 tours, en 2 ou 3 lettres. J'ai fait le grand saut sans toucher le fond. J'ai vu Singapour de mes yeux vagabonds. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Oh, aïe. J'ai compris le sens de mon insouciance au bord de l'eau. J'ai trouvé le tempo au large des villes, au fond de l'eau. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Bravo Tom, merci pour ce titre L'étranger, extrait de l'album Au Large des Villes qui est toujours disponible. Merci. Tac tac, on va le montrer. Voilà, C'était un super. plaisir Ouais, merci à toi. pour cette première. Aussi, ouais. Bon voilà, hein. T'es le local de l'étape, ça fait plaisir. Je suis ravi, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Ouais, moi aussi, donc voilà, pas de problème. On va enchaîner avec les bons plans. Les bons plans, c'est une rubrique qui va vous parler des bons plans dans la région Aquitaine, avec les futurs concerts. Mais comme on est post-confinement qu'il n'y a pas de concert, on va parler des sorties d'albums Aquitaine. Le premier album qu'on va évoquer dans les bons plans, c'est l'album d'un groupe toulousain qui s'appelle donc Carcara. L'album c'est Crystal Geyser, c'est un groupe de rock qui mélange aussi tout ce qui est oriental et avec des belles influences. Donc c'est un album à découvrir, très sympathique en fait. Même si vous n'êtes pas très rock, jetez-y une oreille, c'est toujours sympathique. En tout cas, très bonne qualité au niveau audio. L'autre album qu'il faut découvrir, c'est le retour d'une artiste qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans, Yael Naim. Si vous vous rappelez, elle est de retour avec un album écrit la nuit, sur les musiques de nuit, Night Song. Cet album, il est avec des atmosphères nocturnes en fait, et assez puissantes, avec 12 titres. À découvrir aussi le retour d'une artiste de grande qualité. Ça va bien ça. Ouais, Yael Naim, ouais. J'aime beaucoup Yael. Glock, un collectif namurois qui signe un premier album, c'est un peu plus rap, ça parle un petit peu de la société, des problèmes qu'il peut y avoir, hein, qui revendique pas mal, ce qui se fait pas beaucoup aujourd'hui dans le rap, donc faut aussi en parler. Indépendant, collectif namurois, donc Glock à découvrir aussi l'album éponyme, voilà, je sais pas si tu connaissais. Je connaissais Voilà. pas du tout.
Là, peut-être ça va davantage te parler. Demi-portion, je sais pas aussi. Demi-portion, c'est un artiste de 7 qui vient de sortir un album en 1990. Pendant le confinement, il s'est embêté, il a réécrit un album, c'était pas prévu. Mais voilà, ça l'a motivé. Artiste de qualité, artiste avec une plume sympathique et surtout artiste humainement très bon et aussi au niveau texte, quoi. Donc à découvrir, demi-portion, l'artiste c'est toi. Et pour terminer, non des moindres, ça je pense que tu vas connaître, c'est Rockin' Squat de Assassin qui sort un nouvel album, ouais, aussi également. 432 Hz, cet album qui nous parlera notamment de son retour dans la musique, puisque ça fait quelques années qu'il n'avait rien sorti. Il est de retour, donc je vous invite à découvrir cet album également. Merci à tous, c'était la première de Musique et moi. Merci à toi, Tom, encore une fois. Ouais, quelle première. N'hésitez pas donc à partager tout ça. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une prochaine émission avec de nouveaux invités. Au revoir.